Exercice 4. On vous donne l'ensemble suivant. On vous demande de montrer que c'est un sous-espace vectoriel, de déterminer une base et sa dimension. Intuitivement, pourquoi c'est bien un sous-espace vectoriel? Regardons. J'ai bien la somme des coordonnées qui vont. Enfin, j'ai une histoire de somme de coordonnées qui est égale à 0. Là, j'ai une histoire de somme de coordonnées fois des constantes qui est égale à 0. Intuitivement, c'est un sous-espace vectoriel. Est-ce que 0 est bien dedans? Oui, 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. 2 fois 0 moins 0 plus 3 fois 0, ça fait 0. Tout semble indiquer que c'est bien un sous-espace vectoriel et c'est le cas ici pour le cours. Au lieu de passer par la définition, on va voir qu'en cherchant une base, en cherchant la base, on va réussir à montrer que c'est bien un sous-espace vectoriel. Comment ça va fonctionner pour trouver une base d'un sous-espace vectoriel? L'idée, ça va être de prendre le point de départ suivant. Je vais prendre un élément, u égale x, y, z, et je vais me poser la question, que signifie que ce vecteur u totalement quelconque est dans E? Donc, je prends un vecteur totalement quelconque de R3, je me pose la question, qu'est-ce que ça signifie qu'il est dans E? Autrement dit, u égale à E, si et seulement si quoi? U appartient à E, pardon, si et seulement si quoi? Donc si et seulement si, là j'ai deux contraintes, x plus y plus z égale à 0, et 2x moins y plus 3z égale à 0. Et mon but, ça va être de résoudre ce système d'équations. Là j'ai deux équations, deux inconnues, je vais faire un pivot de gauche, je vais prendre ligne 2 moins 2 fois ligne 1. Donc ligne 2 moins 2 fois ligne 1, ça me donnait x plus y plus z égale à 0. Et ensuite ça va me donner, donc quand je fais moins 2 fois ligne 1, 2x moins 2, 0. Moins y moins 2y, je vais avoir du moins 3y. Et là, je vais avoir 3z moins 2z, ça va me donner plus z. Égal à 0. Du coup, maintenant, regardons. Là, je ne peux pas simplifier plus, parce que je n'ai pas d'autres lignes. Je ne peux pas faire disparaître d'autres coordonnées. Donc là, il faut que j'exprime une de mes coordonnées en fonction des autres. Ou plutôt, les autres en fonction d'une seule. On va voir. On va voir dans quel sens ça marche. Donc là, la deuxième ligne est plus simple, c'est-à-dire par exemple que z égale 3y. Donc là, je peux dire que z égale 3y. Si z vaut 3y, ça veut dire que là j'ai x plus y plus 3y, j'ai donc x plus 4y qui vaut 0. Je réécris z égale 3y, et là je vais avoir deux choix. Soit je peux dire que x égale moins 4y, soit je peux dire que y égale moins x sur 4. Quel est le bon choix? Il y en a un seul de bon, attention. Là, quand j'exprimais z en fonction de y, pareil, je vais exprimer x aussi en fonction de y. Donc dire x égale moins 4y. Si je prends l'autre choix, je vais tourner en rond et ce que je trouvais va être faux. Je vais vous l'expliquer après plus en détail dans la suite. Donc, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer qu'un vecteur u pour coordonnées x, y, z est dans E si et seulement si x est égal à moins 4y, z est égal à 3y. Autrement dit, je poursuis ici, si et seulement si u qui vaut x, y, z, ça vaut en vrai. X, on a dit que c'était moins 4y. Y, je n'ai pas d'info dessus, du coup ça vaut y. Et z, ça vaut 3y. Et donc ça me donnait y facteur de moins 4, 1, 3. Qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que E, c'est égal, alors je vais lui donner un nom pour pouvoir l'écrire, je vais appeler B1, alors il y en a qu'un, je l'appelle quand même B1. Je viens de montrer que E, c'était des sous-espaces vectoriels engendrés par B1. Pourquoi j'ai montré ça? Parce que j'ai pris un élément quelconque dans E, et j'ai montré qu'il s'écrivait sous la forme une constante fois B1. Alors en vrai, il faudrait faire un raisonnement par double inclusion et montrer que l'autre sens marche aussi. Mais l'autre sens marche forcément. Pourquoi? Réfléchissons ensemble. Je vais vous lire à l'oral là. Et en plus, ce que je vais vous dire à l'oral là, je vous conseille de le faire à chaque fois, en tout cas la première étape. Quand vous trouvez un vecteur ici, après avoir simplifié, vérifiez votre vecteur et vérifiez bien les conditions de votre ensemble. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes bourré quelque part. Alors du coup, moins 4, 1, 3. Quand j'additionne moins 4 plus 1 plus 3, je trouve bien 0, ça marche. 2 fois moins 4, ça va donner moins 8. Moins 8 moins 1, ça va donner moins 9. Plus 3 fois 3, 9. Moins 9 plus 9, 0. Donc j'ai bien B1 qui est dans E. Comme B1 est dans E, obligatoirement, vecteur de B1 est également inclus dans E. Et donc j'ai bien une double inclusion. Comme ça va tout le temps marcher et que je vous le dis pas mal de fois, vous n'êtes pas des mathématiciens purs et durs, je ne vais pas vous demander de faire une deuxième inclusion à chaque fois, parce qu'elle marchera à tous les coups si vous n'êtes pas bourré. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de tout le temps vérifier ce que je viens de faire là. Parce que si le vecteur que vous trouvez ne vérifie pas vos deux conditions, si vous avez fait une faute de calcul quelque part. Donc il faut bien avoir ça en tête. Alors, du coup, ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que la famille B1 était génératrice de E. Qu'est-ce que ça veut dire génératrice de E? Ça veut dire que à partir de B1, je peux construire tous les éléments de E. Pour qu'une famille soit une base, on ne va pas partir en TD, pour être une base, il faut être à la fois générateur, c'est-à-dire pouvoir toucher tout le monde, et libre. Libre, ça va impliquer quoi en plus de générateur? Ça va impliquer que je peux toucher tout le monde de façon unique. Ce que je veux dire par là, c'est que n'importe quel élément de E va s'écrire sous la forme une constante fois B1, où cette constante elle est unique, je n'ai pas de possibilité. Et si j'avais eu deux vecteurs, ça aurait été une constante fois B1 plus une constante fois B2, et les deux constantes auraient été uniques, je n'aurais pas eu plusieurs possibilités. Autre remarque avant de dire ça d'ailleurs,
Donc E égale vec de B1, bah, si E c'est le sous-espace vectoriel engendré par B1, dans sous-espace vectoriel engendré par, il y a sous-espace vectoriel. En particulier, E est bien en un SEV. Donc je vais l'écrire là. Bon, je vais l'écrire en dessous pour que vous voyez bien le lien. Donc E est là, ici en particulier. E est bien un sous-espace vectoriel de R3. Maintenant, il reste à montrer que la famille est libre, ce que je vous disais avant. Pourquoi la famille B1 est libre? Bah alors c'est simple, quand vous avez une famille avec un seul vecteur, une famille composée d'un seul vecteur est forcément libre. Si vous voulez pour la blague, retenir quand on est libre, quand on est seul, on est obligatoirement libre de faire ce qu'on veut. On n'a pas de contrainte, des comptes à rendre à personne. Alors c'est pas du tout une opinion personnelle, c'est juste une petite blague pour vous retenir. Donc on a une famille libre, une famille composée d'un seul vecteur est obligatoirement libre. Donc on va le dire. De plus, la famille B1 est libre. Elle est libre, car elle est composée d'un seul vecteur. C'est donc une famille qui est génératrice de B1 et libre, donc c'est une base. Donc la famille B1 est une base de E. Et, tant qu'à faire, la dimension de E. La dimension d'un sous-espace vectoriel, c'est le nombre d'éléments que comporte n'importe quelle base de ce sous-espace vectoriel. Là, dans ma base, j'ai un seul élément, j'ai un vecteur, donc la dimension, c'est 1. Des petites remarques sur ça avant de conclure. Alors, je vous ai dit, la dimension, c'est le nombre de vecteurs que comporte n'importe quelle base d'un sous-espace vectoriel. Parce que des bases, il en existe une infinité en vrai. Si je prends n'importe quel multiple de B1, n'importe quel vecteur collinéaire à B1, il sera également générateur de E. Du coup, des bases, j'en ai une infinité, mais ils ont toutes le même point commun, c'est qu'elles ont le même nombre d'éléments. Autre remarque, la dimension est égale à 1, on aurait pu le trouver intuitivement avant. Là, je vois qu'à la base, je suis dans R3. R3, c'est 3 degrés de liberté. Comme j'ai 3 degrés de liberté et que j'ai deux contraintes, il ne me reste plus qu'un seul degré de liberté. Du coup, la dimension de E, intuitivement, je peux dire que c'est 1. C'est bien d'avoir ce genre de raisonnement dès le début, parce que comme ça, vous savez, quand vous résolvez votre système, que comme la dimension c'est 1, vous devez être capable d'écrire toutes vos coordonnées en fonction d'une seule. Donc là, j'ai bien écrit toutes les coordonnées en fonction d'une seule, qui est ici Y. Et enfin, dernière remarque, dans R3, un sous-espace vectoriel de dimension 1, c'est quoi? La dimension 1, c'est quoi? C'est une droite. Du coup, dans R3, si j'ai un sous-espace vectoriel de dimension 1, c'est ce qu'on appelle une droite vectorielle. Là, c'est la droite vectorielle, c'est-à-dire qu'elle passe par 0. Donc E, c'est la droite qui passe par 0 et qui est engendrée par le vecteur B1, qui a pour vecteur directeur B1. Donc voilà qui termine ici cet exemple.